Bonjour à tous et bienvenue sur Zoom Invest pour ce nouveau numéro de Equity Views, le lieu d'échange avec des gérants actions qui partagent avec nous leurs opinions sur les marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Rolando Grandi de Itavera Asset Management. Bonjour Rolando. Bonjour Gérald. Et Jean-Edwin Rea de Sony Asset Management, gérant de SamCloud Revolution. Bonjour Jed. Bonjour Gérald. Alors, évidemment, là, c'est un plateau un peu spécial parce qu'on fait ce numéro d'Equity Views, donc plus généraliste sur les actions, mais j'ai en face de moi des spécialistes d'un secteur qui fait parler tout le monde depuis des années et encore cette année, la technologie, avec chacun un peu vos spécialités, mais ça va être intéressant d'avoir vos avis, surtout dans une phase où, après des performances stellaires depuis des années, stellaire, c'est peut-être pour toi avec ton fonds espace d'ailleurs, on se pose la question, en tout cas on voit qu'il y a des questions sur les valorisations, bulles, pas bulles. Est-ce que la valorisation est un vrai sujet aujourd'hui dans la tech ou est-ce que c'est juste la croissance? Certains gérants nous disent les valos, en fait, on s'en fiche aujourd'hui. D'autres disent attention, vous faites n'importe quoi. Qui commence sur ce sujet? Jed, allez. Avec plaisir. La valo, c'est très important, mais en investissement technologique, c'est parfois secondaire. Le plus important, c'est la vitesse et la stratégie. Parce que les sociétés les plus valorisées sont les sociétés qui exécutent très très vite et qui visent, en fait, puisque c'est la tendance naturelle dans la technologie, d'atteindre une forme de monopole. Et vous vous souviendrez que ce soit Tesla, Netflix, Amazon, ont passé 10, 15 ans à croître sans profit pour créer des quasi-monopoles. Ensuite, la technologie, c'est vulnérable, c'est-à-dire que ça se remplace assez vite, contrairement à la conso courante, par exemple. Il y a des franchises qui peuvent chuter, on se souvient de Nokia. Voire disparaître. BlackBerry, etc. Donc, les deux sont importants. Il faut regarder, bien sûr, la valorisation. Juste à titre on va dire de comparaison, par rapport à 2021, qui était la dernière grande vague d'investissement dans la tech, on est en moyenne, que ce soit sur le logiciel, sur le semi-conducteur, sur la fintech, à peu près 50% moins cher, en ce que nous appelons Rule of X, Rule of 40, qui sont en fait des matrices de valorisation qui font la somme de la croissance plus les marges. Donc, on peut rentrer dans le débat, mais ce qui compte ici, c'est quand même de dire que, certes, on a beaucoup monté, on est quand même dans une vague d'innovation complètement dingue, qui n'est comparable que, je ne sais pas, au rail des années 20, ou à l'émergence de la télévision, ou à l'émergence de l'Internet en 99-2000. Et on peut parler aussi de savoir s'il y a un risque de bulle. Il y a un risque de bulle. Mais si on est dans une effervescence absurde, ou on va dire qui est irréaliste, moi je ne pense pas. Bon, il y a des enjeux, il va falloir générer beaucoup de chiffre d'affaires pour remplir tout ce cloud qui est en construction, mais normalement cette technologie est transformatrice. Et pour finir, finalement, l'intelligence, c'est pas un service, c'est une forme nouvelle, c'est une commodité nouvelle, on transforme de l'énergie en intelligence. Et je ne sais pas si on peut dire qu'il y aura trop d'intelligence. C'est une nouvelle forme d'abondance qui n'a pas encore trouvé sa valeur économique. Ouais. Il faut la monétiser. Donc, il faut la monétiser, mais elle a une valeur qui est peut-être différente de ce qu'on pourrait appeler trop de rails ou trop de fibres optiques. Rolando, la semaine dernière, pour nos partenaires, je titrais la partie analyse des marchés « Une hausse pas si artificielle ». Donc, pour toi qui gères un fonds d'intelligence artificielle, est-ce que cette hausse, elle est effectivement pas si artificielle ou est-ce que c'est du grand n'importe quoi? Et les valos, toi, ton point de vue par rapport à Jed? Moi, je suis plutôt très confiant sur les valorisations à l'heure actuelle pour plusieurs raisons. La première, c'est que la performance des marchés, parce que souvent, il y a un peu cette analogie, on voit les marchés monter, on se dit c'est une bulle. Mais on ne décrypte pas la source de la performance de marché, parce qu'il y en a deux moteurs dans une appréciation boursière, d'un indice, d'un titre, d'un marché. C'est les multiples d'un côté, et de l'autre côté, la croissance des bénéfices. Si on prend le Nasdaq, par exemple, aux États-Unis, sur un an, 85% de sa performance vient d'où? De la croissance des bénéfices. Donc, c'est qu'il y a des plus sains dans l'investissement boursier. C'est pas de l'expansion de multiples uniquement. C'est que 15%. Voilà. Et ce qui est très différent, du coup, à la période, Jed parlait de 2021, avec tout cet engouement autour des Covid et de la digitalisation forcée de l'économie, où c'était pas cette équation-là, elle était inversée. C'était surtout les multiples qui montaient. Ouais. Il y avait aussi un contexte baisse des taux très agressif qu'on a connu.
Et dans les années 2000, c'était aussi ça. Il y a eu beaucoup d'anticipation des bénéfices à venir, mais en attendant que les bénéfices arrivent, les multiples montaient, la performance s'effaçait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le marché, sur la plupart d'entreprises, est plus précautionneux sur le multiple. Prenez Nvidia. Les gens disent première capi boursière au monde, 5 trilliards de dollars de capitalisation boursière. Son multiple, il a baissé depuis le début de l'année. D'où vient la performance, la croissance des bénéfices. Donc c'est là où je pense qu'il faut faire très attention et c'est dire, dans certains titres, il peut y avoir l'expansion du multiple. Et ça, c'est moins sain et il faut faire attention. Et dans d'autres, c'est juste la croissance des bénéfices et ça marche plutôt bien. Peut-être si on prend un exemple concret, puisque ce que tu dis m'interpelle sur une publication récente qui finalement a été très bonne, et la question sera pour tous les deux, et peut-être d'ailleurs plus pour toi, Jed, au début. Palantir. Palantir a annoncé des résultats de dingue, mais a aussi une valorisation faciale de dingue. Est-ce que c'est un titre qui, justement, est du côté de « oulala, c'est une frénésie » ou « ah non, les gens n'ont pas compris, en fait, derrière, ça se justifie » C'est toujours difficile de justifier une valorisation à plus de 100 fois le chiffre d'affaires. C'est ça. Donc, pour moi, cette valorisation est hors sol. Mais la société est unique. Ouais. Elle a plusieurs atouts. Et le plus important, à cause de ses origines dans l'espionnage, on va dire, et dans la surveillance étatique, militaire, etc., c'est qu'elle a appris depuis très longtemps à gérer des données totalement hétérogènes. Elle puise initialement dans les données télécoms, mais aujourd'hui dans tout l'Internet, toutes les informations nécessaires à obtenir en fait des corrélations, des patterns qui permettent de trouver, on va dire, un message. Ils trouvent l'aiguille dans la botte de foin. Et avec ce process, ils ont en fait créé un operating system, un système d'exploitation qui s'appelle Ontologie et qui permet potentiellement d'être l'OS, le Windows de l'IA. Quand bien même, aujourd'hui, toutes les entreprises doivent passer à l'IA et elles ont besoin de rendre leur data est très hétérogène dans des silos éparpillés avec plein de fournisseurs et plein de protocoles, que ce soit des fournisseurs de bases de données ou juste des process de travail. Et ça doit être tokenisé, digitalisé et ensuite exploité par un système d'exploitation. Donc vous avez plein de couches de software cumulées qui vont être comprimées en une couche de données pure et une couche de lecture pure. Et ça, c'est ce que fait Palantir. Et c'est pour ça que leur business dit commercial, c'est-à-dire leur business vendu aux entreprises et pas aux États, est à plus de 100% de croissance. Donc, s'ils font 100% de croissance pendant, on va dire, 3 ans, tout d'un coup, le multiple est beaucoup plus digeste. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que vous prenez ce risque 3 ans ou est-ce que vous attendez que ça corrige? Et encore une fois, c'est un secteur qui est tellement mouvant, tellement changeant. Il y a encore peut-être d'autres sociétés émergentes sur ce qu'on appelle cette couche des données, ce data layer, notamment une boîte qui s'appelle Databricks, qui n'est pas encore cotée, ou une qui est cotée, qui s'appelle Snowflake, qui a complètement changé on va dire sa grille de produits et qui permet aussi de plus en plus de rentrer sur ce marché. Rolando, Palantir, c'est une des valeurs que tu aimes ou pas? On l'a vendu cette année parce que les valorisations ne montent pas jusqu'au ciel. Et comme le disait Jed, je suis assez d'accord, c'est une société qui est unique, un produit qui est très différenciant, très visionnaire. Ils ont été longtemps en avant des différentes plateformes technologiques et aujourd'hui, ils sont arrivés au bon moment avec la bonne technologie. En revanche, quand c'est trop cher, c'est la réaction que tu décrivais tout à l'heure, Gérald. C'est qu'une bonne publication, au-dessus des attentes, ne suffit plus. Et ça me rassure, parce que si on était en période des bulles, ça serait monté, le titre a baissé. Les investisseurs font attention, oui, il y a cette croissance, mais attention aux multiples qu'on va payer. D'ailleurs, si Palantir, dans les 3 années à venir, maintient cette super croissance, mais le multiple baisse à un niveau d'une société software un peu plus mature, comme en ServiceNow, en Microsoft, on perd quand même 50% de sa valeur, de son investissement. Donc c'est très risqué quand le multiple est trop élevé. Heureusement, c'est plutôt l'exception que la règle dans l'investissement tech aujourd'hui. Ah, bien sûr. Alors, ce que l'on constate aussi dans cette frénésie technologique, c'est qu'est en train de se constituer un espèce de cercle de ce qu'on appelle les hyperscalers dans votre jargon. Donc, ces grandes boîtes qui ont les moyens d'investir en CAPEX, en investissement énorme dans la tech. Est-ce qu'à un moment donné, on doit se dire que finalement, c'est normal parce que
il n'y a qu'eux qui ont les moyens de le faire, et donc les autres sont écartés. Et alors, si on va encore au-delà, on va dire, OK, le S&P 500, en fait, il y a 7 valeurs qui montent, les 493 autres, on ne les regarde plus. Ou est-ce que, finalement, il y a un peu un cercle vicieux qui est en train de se mettre en place et qui peut être à un moment un peu dangereux, cette circularité des investissements les uns entre les autres, cette consanguinité presque. C'est danger ou pas, Rolando ? D'abord, il faut dire que la circularité qui a fait beaucoup couler de l'encre un peu partout, elle est assez petite. Il y en a eu un peu. C'est un peu nécessaire aussi pour financer, comme tu le disais, il y a des investissements qui sont tellement importants et nécessaires pour ces technologies qu'au bout d'un moment, il faut aussi trouver des moyens pour équilibrer le financement. Le grand avantage aujourd'hui, parce que évidemment tout le monde se rappelle de la période 2001 et 2000 avec la bulle .com, c'est que plus de la moitié des investissements qui vont financer tous ces data centers vient des cash flows opérationnels de ces grandes entreprises. Donc on a l'avantage que c'est une révolution qui est déjà aujourd'hui propulsée par des sociétés plutôt rentables, en croissance, dans des quasi-monopoles sur leur business. Qui sont déjà créés, contrairement à 2000. Exactement. Donc là, on est en train de propager quelque chose qui existe déjà. Et l'autre moitié nécessite des financements. Il y a beaucoup de dettes privées, des dettes infrastructures. On l'a vu avec Meta récemment, plus avec son émission obligataire, plus le partenariat avec Bluehold sur le financement de ces infrastructures. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'investissements. Ça parle du fait de l'importance de cette technologie. Parce qu'il faut prendre un peu de recul. C'est une révolution qu'on est en train de vivre. Tout le monde s'est dit, avec quelques années de retard, qu'est-ce que j'aurais aimé investir dans Internet, dans la révolution du mobile, dans la révolution du cloud. Aujourd'hui, on voit une révolution apparaître. Personne rêve de se dire, j'ai raté Stellantis, tu crois ? Voilà, c'est là où la disruption, il y a cette destruction créatrice. D'ailleurs, prix Nobel d'économie cette année vient de cette logique bâtie par Schumpeter qui aujourd'hui se renforce au travers de l'innovation. Donc moi, je dis, voilà, dans l'investissement, dans l'IA, dans le marché actuel, c'est important. Oui, la danse est menée par ces très grands acteurs, mais il n'y a pas que. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi des plus petites sociétés. Il n'y a pas que OpenAI, Perplexity, toutes ces sociétés-là. Il y a aussi d'autres sociétés. J'ai parlé de la data. On peut penser dans les semi-conducteurs, dans la façon dont on va amener l'électricité dans les data centers. Il y a plein de moyens de s'exposer à ces thématiques avec des grandes, petites et moyennes valeurs. Jad, la circularité, c'est inquiétant ou pas ? Ça fait partie d'un grand boom de CAPEX. Comme le dit Rolando, c'est pour l'instant assez petit à l'échelle des budgets contemplés. C'est sûr qu'on n'aime pas qu'un fournisseur finance entièrement ses clients, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je veux dire, Nvidia fait des petits tickets. Donc, je dirais que le vrai enjeu, c'est qu'il faut construire de l'infrastructure avant de pouvoir déployer la techno. Ultimement, puisque IA égale énergie, on a un problème d'électricité qui a été évoqué là par Rolando, et qui est, il y a une pénurie probable d'électricité de l'ordre de 50 gigawatts qui se présage d'ici 2 ans. Et un SMR, ça ne se construit pas en 1 an. Ça, c'est un vrai sujet, parce que comme on doit faire les investissements avant probablement la génération de chiffre d'affaires qui va venir remplir, on va dire, cette tuyauterie, si elle n'est pas alimentée en électricité relativement à bas prix, parce que si c'est trop cher, si cette IA est chère, elle n'aura pas l'effet attendu. Donc, moi, je trouve assez normal que les investissements soient financés un peu de partout. Je suis quand même un peu inquiet de voir l'augmentation de la dette. Parce que en fait, le cycle d'investissement des GAFA a maintenant absorbé la totalité des cash flows opérationnels. Et ils sont en train de basculer sur de la dette. Mais comme c'est de l'infrastructure, je vous rappelle qu'en infrastructure, il y a 10% d'equity. Hein, c'est financé par la dette. Ouais, et là, on est loin d'avoir atteint ce ratio. On est plutôt 10% de dette. Donc, je ne sais pas, je regarde, ça peut comprimer les valorisations. Par exemple, Meta et Oracle ont perdu une importante partie de leur multiple IA, on va dire, du seul fait qu'ils se sont mis à mettre de la dette. Et je regarde le projet Stargate, c'est pareil, c'est un projet de 500 milliards et il est partiellement financé avec de la dette, mais je trouve ça normal. Donc... Bon, pas d'inquiétude. Non, en fait, j'ai envie de dire, pour avoir la vraie réponse, c'est plutôt
qu'est-ce que fait l'IA par saut de 3 à 6 mois? Est-ce qu'on voit des analyses qui vous montrent que ça apporte à chaque fois une compétence supplémentaire? Est-ce que les lois d'échelle continuent? Est-ce qu'on a des modèles plus puissants et qui justifient qu'on continue ces investissements? Parce que la vision à 5 ans, je pense qu'elle doit être revalidée constamment. Si vous avez un accident de type DeepSeek au début de cette année, vous avez une baisse générale du secteur et une réévaluation. Est-ce que maintenant, on n'a plus besoin de modèles aussi intensifs en électricité, intensifs en GPU? On a vu quand même qu'Amazon a lancé maintenant un data center qui va faire 1 million de GPU qui ne sont pas ceux d'NVIDIA ni ceux d'AMD. Ce sont les leurs qu'ils ont dessinés eux-mêmes. Ce sont des ASIC qui s'appellent Trainium. Et donc, voilà, on va voir. Je pense que tout le monde veut une deuxième source, voire une troisième source. Je pense que là-dessus, le plus important, c'est dire qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme toujours, à court terme, on surestime l'évolution d'une technologie, mais on la sous-estime dramatiquement à long terme. Donc aujourd'hui, on s'est dit, oui, ChatGPT, c'est utile, je l'utilise, mais est-ce que demain, ça va justifier des milliards de dollars, voire des trilliards de dollars, des chiffres d'affaires, puis des rentabilités pour justifier un retour sur investissement suffisant sur ces investissements qu'on doit mettre d'abord au début, en ce moment, pour récolter les fruits ensuite. Et c'est là où c'est peut-être une déformation un peu chrétienne de l'investissement. Sur la tech, parfois, il faut croire pour voir. J'aime bien cette... Et donc, sur la technologie, très Saint Thomas. Voilà. Et donc, qui sait si dans 3 ans, avec cette évolution exponentielle de la technologie et de l'innovation, on va voir des agents dans toutes les entreprises, des entreprises dans lesquelles il y aura plus d'agents digitaux que des salariés humains, non pas pour les remplacer, mais pour faire que cette entreprise soit 2 fois, 3 fois, 4 fois plus productive sans devoir alourdir ses charges de 2, 3, 4, 5 fois. Est-ce qu'on va voir des taxis autonomes partout? Est-ce qu'on va voir des robots qui vont nous aider dans l'industrie où on a du mal à recruter, dans les champs agricoles? Et c'est là où cette révolution prend son sens, mais il faut un tout petit peu espérer avoir cet acte de foi, des visions, de dire que ça arrive, parce qu'on est en train aujourd'hui de s'aimer l'infrastructure, l'énergie, la puissance des calculs, les algorithmes pour une technologie nouvelle, transformative qui arrive. Et on parle de data center, il y a aussi quelque chose dont on entend parler depuis quelques temps et qui est à la croisée des chemins de 2 des fonds que vous gérez chez Itavera, c'est les data centers dans l'espace. Oui. Tu peux en dire un mot, parce que c'est vrai que ça peut paraître lunaire, c'est le cas de le dire, mais ça existe. Alors, il faudrait regarder mes anciennes présentations, parce que j'avais lancé la thématique spatiale pour la première fois en Europe en 2021, et on parlait des data centers dans l'espace, même des data centers sur la Lune. Et je me souviens des investisseurs qui me regardaient, mais Rolando, tu vas trop loin. En réalité, aujourd'hui, on le voit. NVIDIA, plus une start-up, ont annoncé leur projet. On a vu ensuite Elon Musk tout de suite dire qu'avec Starlink, ils vont lancer une constellation de data centers, que ça aurait du sens. Et pas plus tard que cette semaine, Sundar Pichai, donc CEO de Google, dit on va lancer nous aussi nos data centers dans l'espace avec dès 2027 2 premiers satellites test faits en coopération avec la société Planète qu'on adore sur la thématique spatiale pour faire cela. C'est pas anodin. Pourquoi le spatial est intéressant? Déjà, il fait froid, donc le refroidissement qui va représenter une part importante de la consommation d'électricité, ça on l'oublie. Des panneaux solaires parce qu'on a des orbites dans lesquelles on va être tout le temps exposé au soleil, donc on n'a pas besoin de batteries qui sont lourdes, on va avoir des panneaux solaires qui vont alimenter ces data centers. Donc on s'est dit, il pourrait se faire. Mais il y a une condition pour que ça marche, c'est que l'accès à l'espace soit bon marché. Donc on a besoin des Starship, des SpaceX, donc on a besoin des New Glenn, des Blue Origin, donc des nouvelles fusées qui nous amènent dans l'espace à un prix beaucoup plus bas pour justifier ces nouveaux business models dans l'espace. Alors là, on a parlé effectivement de data center dans l'espace, mais moi, il y a un sujet quand même plus général qui peut-être, à l'instant T, vous différencie un peu, pour ne pas dire vous oppose, ça serait un peu trop. Rolando, tu as dans ton fonds, notamment IA, réduit progressivement cette année la part du logiciel, alors qu'en début d'année, avec l'arrivée de DeepSeek, beaucoup d'investisseurs ont commencé à dire en fait ce qui se passe c'est la fin, j'exagère, mais en tout cas moins de hardware, plus de logiciel. Au contraire, dans Sam Cloud Revolution, évidemment, c'est le logiciel qui est mis en avant, environ 70% du fonds investi en logiciel. Comment expliquez-vous entre professionnels de la tech, cette différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui préfère le hardware, l'autre le soft? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vous marier pour faire le fond idéal ou pas du tout? Jed, pour commencer. Bon, je pense qu'on va être d'accord.
L'origine de Sam Cloud Révolution, c'est un fonds sur le cloud que je pourrais appeler 2.0. C'est ce cloud qui a été commencé par Salesforce et qui est la digitalisation de l'activité bureautique, consommation, web, etc. Ce n'est que 25% de tout le marché du logiciel qui est actuellement dans le cloud. Donc, il y a beaucoup de place pour que cette tendance continue. Et d'ailleurs, il y a plein de boîtes de logiciels dans le cloud qui sont nulle part pour l'instant dans l'IA et qui continuent à cartonner. Donc, ce n'est pas un problème. La question, c'est de savoir à quoi va ressembler le cloud dans les 2-3 ans qui viennent. Et quel est le système d'exploitation avec lequel on va interfacer. Et si l'IA rentre là-dedans, clairement, le calcul, on change de mode de calcul, on va vers le parallélisme. Si le système d'exploitation va vers l'IA, et il faut que toutes ces boîtes quand même s'adaptent. Et on avait un fonds 100% logiciel, et maintenant pour le cloud 3.0, il va être 30% dans le dur, avec des sociétés comme Broadcom ou comme AMD ou même Alphabet. Et on pense aussi que la deuxième vague, c'est-à-dire que la première vague d'infrastructures de dur, ça va être c'est déjà celle des données, celle de la couche des données, cette transformation des données. Là, on a 40% du fonds. Et la couche applicative, avec les agents IA, qui va être à la vague 3, c'est 30% du fonds. C'est trop tôt, probablement. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est là où on a des boîtes qu'on connaît extrêmement bien. On sait qu'elles sont éveillées au sujet et on sait que probablement la bascule se fera l'année prochaine. Donc on est positionné un peu de manière équilibrée. Espèce de barbole, finalement. Mais ce n'est pas le moment de je ne dis pas que NVIDIA a fini sa course, loin de là, mais je pense que NVIDIA se normalise, va devenir une sorte de GAFA à 15% de croissance long terme, alors que dans le logiciel, il y a des potentiels de 100% d'upside sur les 12 mois à venir. Rolando, quand on regarde ton top 5, évidemment, c'est plus du hard, avec notamment, effectivement, NVIDIA, qui est la première ligne, sauf si ça a changé. C'est toujours le cas. Voilà. Toi, ton avis là-dessus, du coup? Alors, déjà, j'ai toujours aimé le logiciel. En 2018, quand j'ai lancé le premier fonds dédié à l'intelligence artificielle en France, j'avais déjà 50% du portefeuille dans le logiciel, sur plusieurs types de sous-segments dans le logiciel. En revanche, ces 12 derniers mois, je me suis un peu posé la question si avec les nouveaux outils d'IA de codage, où on peut coder et développer du code de manière très rapide, on ne va pas commencer à cannibaliser, à remplacer les sociétés de logiciels cotées en bourse. On l'a vu un tout petit peu dans le CRM avec Salesforce et HubSpot, typiquement, où maintenant on s'est dit qu'il y a peut-être des entreprises qui vont faire leur propre CRM avec le vibe coding, qui est peut-être un peu trop ambitieux parce qu'en logiciel, c'est plus que du code, c'est aussi de la sécurité, c'est aussi la gestion des data, la compliance, la conformité. Donc c'est plus complexe que faire juste un logiciel en 10 minutes. Mais tout de même, on se pose un peu la question. De ces faits, de manière plutôt tactique, j'ai réduit ce 50% de logiciels à 25% pour libérer aussi de la place sur toute la partie data center infrastructure. En me disant, et d'ailleurs je pense que Jed l'a très bien décrit, il y a 3 vagues. L'infrastructure d'abord, sur laquelle on va bâtir l'IA de demain, les plateformes qui vont nous servir pour gérer les données qui sont finalement la matière première qu'on transforme en application, et derrière les applications, avec du logiciel, voitures autonomes, robots, satellites, et ainsi de suite. Sauf que DeepSeek, en début d'année, avait un tout petit peu dit, attention, l'infrastructure c'est fini, maintenant il faut aller sur du logiciel. En réalité, on se rend compte aujourd'hui, on est encore dans la phase 1. Dans le premier chapitre, il nous faut encore des data centers, des gigawatts d'électricité, des millions de GPU et XPU, de la mémoire et ainsi de suite, pour ensuite passer progressivement sur la partie plateforme, sur la partie applicative. Et donc, on a un peu de temps pour revenir, je le pense, sur la partie logicielle. Peut-être une question pour tous les deux. Est-ce qu'il y a déjà le NVIDIA de demain quelque part, où NVIDIA est installé, comme tu l'as un peu sous-entendu, Jed, pour des années avec une croissance à 15%? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est susceptible? Alors je sais que c'est compliqué dans la tech de répondre à cette question, notamment avec ce que vous disiez sur la destruction créatrice schumpeterienne, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut concurrencer NVIDIA, en dehors peut-être de Broadcom, qui est effectivement bien parti aussi déjà lui-même? Moi, je vais donner 2 réponses. Ouais. Je pense que sur le paradigme computationnel actuel, c'est NVIDIA. Okay. Il ne domine pas que sur le GPU, il domine sur l'ensemble du système, du rack, du serveur.
avec des technologies propriétaires, beaucoup de logiciels, d'IP qu'ils ont travaillé depuis des dizaines d'années. Un peu comme Intel a dominé pendant des décennies avant qu'il y ait un changement de paradigme du calcul en séquence au calcul en parallélisme. Donc NVIDIA va rester ce numéro 1 dans le calcul. La question qu'il faudrait se poser, c'est quelle sera la prochaine grande société qui peut-être va détrôner NVIDIA, non pas dans son marché, mais qui adressera un marché encore plus vaste que celui d'NVIDIA. On pourrait penser à la prochaine plateforme computationnelle, le quantique, ou peut-être, ce qui est plutôt mon choix, qui est peut-être un peu plus visible, à la prochaine grande révolution, qui sont les robots humanoïdes, et qui vont clairement dépasser toutes les attentes qu'on a. On va les voir partout, et c'est mon pari, 2050, plus des robots humanoïdes que d'êtres humains sur Terre. Donc, qui va les fournir ? C'est incroyable à imaginer, mais effectivement, c'est possible. Et donc, il faut réfléchir en rétroplanning, qui va les fournir. Dans le monde plutôt des sphères d'influence chinoise, c'est les Chinois qui vont dominer. Ils sont très bons dans l'industrie, avec les Japonais peut-être aussi. Mais dans le monde occidental, je pense que Tesla, pourquoi pas, le pari audacieux pour se dire que ce sera le plus grand fabricant de robots humanoïdes dans le monde occidental du monde de demain. Jed ? C'est une bonne question. Pour l'instant, effectivement, NVIDIA, c'est le standard. C'est une architecture informatique qu'ils ont inventée, ils ont innové et qu'ils ont donné à l'industrie de l'IA. Et c'est ça qui a fait l'essor de l'IA. Donc, pour l'instant, comme c'est une course, les GAFA, les hyperscalers, n'ont pas trop le temps de mesurer la capacité de prendre des alternatives versus ce qui marche déjà extrêmement bien. Et si vous recrutez des ingénieurs et des codeurs et qu'ils n'ont pas été... Enfin, vous avez besoin de gens qui ont été formés sur NVIDIA et sur CUDA. Cela dit, ils ont à peu près 10 clients, NVIDIA, qui représentent la plus importante part de leur chiffre d'affaires. Et ces clients sont des gens qui ont un historique et une ambition d'être autonomes. Et on a parlé de l'exemple Amazon avec Trainium tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Google est complètement verticalement intégré. Ils ont fait leur TPU avec Broadcom depuis 2014. Ils sont à la version 7. Et Oracle est en train de signer un gros contrat avec AMD. Ils veulent des alternatives. Ils ne veulent pas se retrouver justement avec un monopole comme Intel pendant 40 ans. Et comme Intel servait le marché du PC, qui était un marché mass market, ils avaient une capacité, on va dire, à standardiser qui était vraiment appréciée par le marché. Je pense que pour NVIDIA, c'est plus compliqué. Donc l'avenir d'NVIDIA, c'est une innovation constante. Et pour ça, ils sont imbattables. Ils ont la chaîne de production, ils ont des milliers de fournisseurs en dessous qui fabriquent les châssis, le refroidissement, toutes les mémoires, etc. Et ça, c'est très, très, très dur. Et potentiellement, je pense qu'ils vont devenir un hyperscaler eux-mêmes. C'est un peu mon idée. Soit ils vont vers là, soit ils vont vers la robotique. Ouais. Soit ils feront les deux, d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'il faut faire de l'IA embarquée, de l'IA qui consomme moins d'électricité et qui est moins lourde à porter. Un serveur Blackwell GB200, c'est 3 millions de dollars en catalogue. C'est beaucoup d'argent. Donc, ça ne va pas rester comme ça. L'IA, elle doit être extrêmement peu chère pour qu'elle se dissémine. Donc voilà, c'est à deux tranchants. Nous, on a joué beaucoup Broadcom par rapport à ça. C'est passionnant, on pourrait encore en parler des heures. Il y a plein de sujets, je pense qu'on n'a malheureusement pas abordé, mais il faut qu'on reste quand même dans des temps impartis. Je vous remercie tous les deux pour ces éclairages sur la tech. Je ne vais pas poser la dernière question parce que j'ai la réponse. Faut-il continuer d'investir dans la tech pour la fin de l'année et les débuts d'année ? Rolando, tu opines du chef. Jed aussi avec un sourire, on va dire. Donc, merci à vous deux et bonne continuation pour ces investissements dans vos fonds tech et tous les sous-segments qu'ils constituent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans ce Equity Views et on vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. À bientôt.